On va parler d'un sujet qui est quand même très à la mode en ce moment, l'intelligence. Et si on rajoute intelligence et problème de genre, alors là, on est en plein dans l'actualité. Donc, je vais commencer par vous donner une toute petite définition de l'intelligence, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas marquée sur le PowerPoint. Donc, je vais utiliser celle de Wechsler, qui est donc le créateur des tests de QI qu'on utilise le plus souvent en France. Donc pour lui, l'intelligence, c'est la capacité d'un individu à réfléchir rationnellement, à agir intentionnellement sur son environnement, de sorte à s'y adapter et à le gérer efficacement. Donc, au début, on constate qu'il y a un tout petit peu plus de filles, principalement parce que c'est les filles qui parlent plus tôt, en général, donc on les repère un tout petit peu plus vite. Ensuite, pendant la petite enfance et en primaire, il y a autant de filles que de garçons à haut potentiel. Pendant l'adolescence, il y a plutôt plus de garçons à haut potentiel que de filles. Et parmi les adultes, il y a plutôt plus d'hommes que de femmes. Alors, qu'est-ce que j'entends par haut potentiel ? Donc, le QI, vous savez peut-être qu'il se répartit selon une courbe de Gauss. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas exactement visualiser une courbe de Gauss, vous prenez le serpent de Saint-Exupéry, le boa, quand il a avalé l'éléphant. Vous le faites un petit peu plus en petite montagne, comme ça, et ça fait une courbe de Gauss. Donc ça veut dire que vous avez la majorité de la population qui est autour de 100, et on parle de haut potentiel à partir de 130, ce qui fait à peu près 2,3% de la population. Donc, si on se place sur le plan purement cérébral, alors je vous rassure, on n'a pas encore prouvé que les hommes étaient plus intelligents que les femmes. Contraint non plus d'ailleurs, mais bon, ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Donc, à partir de 1995, on a eu des observations qui sont faites à la fois en TEP et en EEG, donc TEP, tomographie par émission de positrons, et en électroencéphalographie. Donc ce qu'on a par contre repéré, c'était quand même des différences principalement dans le fonctionnement des cerveaux. Par exemple, chez les femmes, on a vu une corrélation entre le QI et la quantité de matière grise et de matière blanche dans les zones frontales, particulièrement dans les aires du langage. Et chez les hommes, une corrélation entre le QI et la quantité de matière grise dans les zones frontales et aussi dans les zones postérieures qui comprennent les zones d'intégration de l'information sensorielle. Chez les enfants, on considère par exemple que pour les filles, les voies cérébrales dans l'hémisphère droit sont de mieux en mieux définies au fur et à mesure de la croissance, et chez les garçons, ce phénomène se produit dans l'hémisphère gauche. Bon, après, il faut toujours faire très attention aux études scientifiques, pour le moment encore en neurobiologie. Par exemple, on a étudié une petite zone du cerveau qui s'appelle le straight gyrus, donc le gyrus, un des gyrus, et on a vu dans une étude que chez les femmes, il était 10% plus grand et que c'était une zone qui était corrélée à la cognition sociale. Donc plus cette zone était grande, plus la compréhension sociale était forte. Alors on s'est dit, super, comme c'est la cognition sociale, ça doit être programmé par l'évolution, le rôle des hormones sexuelles pour le rôle social des femmes qui est d'éduquer, de prendre soin des autres, etc. Donc, tout le monde était très content. On s'est dit, on va refaire la même étude chez les enfants pour voir si c'est bien la bonne hypothèse. Manque de chance, chez les enfants, on voit que le gyrus est plus grand chez les garçons et qu'en plus, la corrélation est négative avec la cognition sociale. Donc, ça n'a pas marché. Et en plus, on a fait passer un test de féminité et masculinité. Et on a vu que chez les adultes, une personnalité féminine était liée à un grand gyrus, et chez les enfants, une personnalité masculine était liée à un grand gyrus, et qu'une femme peu féminine aurait un gyrus plus petit qu'une femme féminine, et pareil pour les hommes. Donc attention aux études scientifiques, on trouve quelquefois des trucs, on ne sait pas vraiment encore comment les utiliser. Donc, pour le potentiel, donc, comme je disais, au niveau des aptitudes générales, que ce soit le QI, les connaissances de matière générale, on ne peut pas faire de différence entre hommes et femmes. Pour la mémoire, certaines études ont prouvé que les femmes se rappelaient mieux de listes de courses et les hommes mieux de listes de bricolage. Bon. Niveau formulation de concepts, résolution de problèmes, là c'est à peu près pareil. Aptitude verbale, on considère qu'à 2 ans, les filles possèdent un vocabulaire plus riche que les garçons, jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près. Plus grande fluidité verbale. Trouble de la lecture, il y aurait 4 fois plus de garçons. Alors après,
c'est aussi ceux qu'on détecte parce que c'est ceux qui dérangent le plus les profs. Parce que les filles, elles restent dans leur coin, les garçons, ils ont tendance à mettre le bazar. Donc, on les repère. Aptitude maths, filles un peu meilleures que les garçons niveau primaire et collège, principalement pour les problèmes complexes d'arithmétique. Garçons un peu meilleurs que les filles au lycée et pour les adultes pour résolution de problèmes et géométrie. On considère que c'est surtout une différence de stratégie. Les filles seraient plus classiques, les garçons plus rapides et plus intuitifs. Aptitude spatiale, visualisation spatiale, eh ben, les femmes sont aussi bonnes que les hommes, même pour lire les cartes routières. Perception spatiale, c'est à peu près pareil. Rotation mentale, là, c'est un... Donc, vous voyez, c'est les petits... Pour faire tourner les blocs, pour se représenter les choses dans l'espace. C'est, par contre, les hommes qui sont meilleurs, mais les femmes y arrivent avec un petit peu plus de temps. C'est aussi très dépendant du contexte, parce que si on dit aux femmes que leur test va être utilisé pour quelque chose de typiquement féminin, comme par exemple la broderie ou la couture, elles vont être meilleures. Et pareil, les hommes vont être meilleurs si on leur dit que c'est pour de la planification stratégique dans l'aviation, l'aéronautique, etc. On voit aussi que chez les bébés, donc chez des nourrissons de 1 jour, les filles vont passer plus de temps à regarder un visage humain et les garçons vont regarder plus longtemps un mobile qui ressemble au visage mais qui est seulement composé d'une mosaïque de traits qui sont éloignés de la réalité. Alors là, je vais passer ça. Donc niveau transmission parentale, on voit qu'il y a quand même un fort poids de la transmission, en particulier dans les familles CSP+, qui vont avoir tendance à encourager leurs filles. Dans les familles CSP-, c'est encore un peu moins le cas. Il y a quand même toujours une transmission de stéréotypes. Et on voit même que, par exemple, les parents expliquent plus les concepts scientifiques aux garçons qu'aux filles. Le poids sociétal, bon là je vous apprends pas grand-chose, les manuels scolaires sont quand même encore beaucoup orientés garçons, les jeux sont marketés garçons, les jeux d'échecs, d'informatique, jeux spatiaux, et on voit même d'ailleurs que les garçons, eux, se croient meilleurs en maths dès le début de l'adolescence. Alors, les profs, donc on voit que certaines études montrent que les enseignants apprécient moins les filles HP que leurs autres élèves. Certains enseignants attendent moins des filles que des garçons, ce qui signifie que les enseignants ont encore des attentes stéréotypées pour leurs élèves. Ils ont plus d'attention pour les garçons, ils font plus de retours positifs aux garçons et ils font plus de critiques aux filles. Alors, donc deux chercheurs en psychologie, donc Coleman et Cross, ont développé ce qu'on appelle le stigma of gifted priding, ce qui veut dire que les adolescents HP voient leur potentiel comme un facteur différentiel, et donc c'est un facteur de stress qui complique leurs relations sociales, puisqu'ils voient ça comme un avantage pour eux-mêmes et pour leur réussite, mais comme un vrai handicap dans l'interaction avec leur père. Or, comme vous savez, à l'adolescence, il faut être populaire, être aimé. Donc, ça signifie pour les filles en particulier qu'il ne faut pas montrer qu'elles sont à haut potentiel. Donc, elles peuvent se laisser couler tranquillement dans la masse, surtout pas montrer qu'elles sont intelligentes pour être beaucoup plus populaires. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les garçons potentiels étaient très populaires, les filles HP, au contraire, étaient les moins populaires, parce qu'on considérait que les filles HP étaient tristes ou de mauvaise humeur, alors que les garçons HP avaient un bon sens de l'humour. Par contre, c'est des adolescentes qui sont très douées pour traiter les informations émotionnelles et qui mettent au point des comportements d'aide et qui peuvent aussi se mettre à niveau de leur père pour les aider, par exemple. Donc, chez les adolescentes HP, il y a une chute de l'estime de soi qui est très importante entre 11 et 17 ans. Et elles peuvent aussi décider de focaliser leur haut potentiel sur la mode, les rituels de beauté, les manières de maigrir, et même devenir la reine de leur cercle social. Alors ça peut jouer bien sûr en leur faveur, comme en leur défaveur, si elles tombent, par exemple, dans les troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, on voit que l'apparence physique est particulièrement importante. Il y a des chercheurs qui sont amusés à faire une expérience avec des maillots de bain. Donc en gros, on met des hommes et des femmes en maillot de bain, on en met d'autres en pull,
Et on voit aux surprises que les femmes en maillot de bain réussissent moins bien les tests de maths que les femmes en pull. Par contre, ça ne joue pas pour les hommes. Et les femmes en maillot de bain mangent moins que les hommes en maillot de bain. Ils mangent moins aussi que des femmes en pull. Donc évidemment, le côté négatif du haut potentiel, c'est le perfectionnisme, c'est le manque de confiance en soi, la timidité, la procrastination, le burn-out et éventuellement les TCA et l'automutilation. Alors, il existe certaines barrières internes. Alors, vite fait, l'effet Horner, le phénomène de l'imposteur, bon, l'estime de soi défaillante, on en a déjà parlé. Évidemment, beaucoup de barrières externes, en particulier les limitations financières, les attentes des autres et l'influence des pairs. It's smart not to appear too smart, donc c'est intelligent de ne pas apparaître trop intelligent. Alors l'effet Horner, Marina Horner a observé que face à des hommes, les femmes réussissaient toujours de moins bonnes performances. Malgré de très bonnes capacités, les femmes obtiennent des résultats assez médiocres, elles ne savent pas expliquer pourquoi. Alors éventuellement le syndrome de la peur de la réussite, donc il ne faut toujours pas paraître supérieur, ne pas paraître supérieur, on se cache, donc on réussit moins bien. Le phénomène de l'imposteur, alors des études ont été réalisées, elles ont été refaites plusieurs fois. Donc on voit que des femmes qui ont un parcours exceptionnel, médecins, avocats, professeurs d'université, en fait, elles pensent pas du tout que c'est dû à un mérite quelconque de leur part. Elles pensent qu'elles étaient au bon moment, au bon endroit, et que finalement, plus elles réussissent, plus elles ont peur, parce que plus elles ont peur qu'on les prenne pour des imposteurs. Donc elles ont aussi une incapacité à internaliser leur réussite. Elles pensent que le succès est dû au hasard, à la chance, à des contacts éventuellement. Donc voilà, donc les filles attribuent leur succès à la chance et à leur travail et leur échec à une absence de potentiel. Cependant, les femmes qui ont peu d'aptitude et une faible motivation à réussir ont davantage tendance à attribuer leur succès à la chance, alors que les femmes à haut potentiel et motivées, donc le mot-clé ici c'est motivation, dans les rôles non traditionnels, attribuent comme les hommes leur succès à leurs compétences. Alors, plafond de verre et falaise de verre, les femmes qui obtiennent des postes à responsabilité ont plus de chances, entre guillemets, que les hommes d'en être évincées à la moindre erreur. Et une femme à un poste à connotation masculine, commissaire de police, présidente d'université, président directeur général, sera vue comme moins apte à occuper le poste qu'un homme qui ait fait une erreur minime. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais conclure là-dessus. Enfin, je vais conclure sur le fait qu'on parle de plafond de verre, on parle de falaise de verre. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'ascenseur de verre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Charlie et la chocolaterie. La suite, c'est Charlie et le grand ascenseur de verre. Donc, il y a un grand ascenseur de verre qui crève le plafond. Alors, pour moi, ça serait pas mal qu'on arrive à crever le plafond. Voilà.